Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cette revue de presse avec un article sur Le Monde à propos de l'usage des trottinettes qui est maintenant encadré par le code de la route. Donc tu as dû voir cette news puisqu'on en parle dans des grands médias nationaux comme Le Monde, à la télé, etc. Et on a donc un décret qui a été publié au journal officiel le vendredi 25 octobre pour donner un cadre un peu à ces nouveaux véhicules qu'on voit de plus en plus et notamment dans les grandes villes. Ces véhicules qu'on appelle engins de déplacement personnel motorisés, EPDM, comme les trottinettes électriques ou les gyroroues et les hoverboards. Il y a eu un besoin comme ça d'établir des règles parce que notamment dans les grandes villes, par exemple à Paris, ça devient un petit peu la jungle entre les piétons, les trottinettes, etc. Il y a pas mal de... il commence à y avoir même des accidents graves. Donc voilà, il fallait réguler un petit peu tout ça. Et il fallait définir en fait ces nouveaux modes de transport comme une véritable nouvelle catégorie de véhicules. Et donc on a plusieurs nouvelles règles qui interviennent, comme par exemple le fait que les trottoirs soient interdits pour ces véhicules. Normalement, ils doivent rouler donc à partir de maintenant sur les pistes cyclables, mais il y a quand même des exceptions par rapport à l'usage du trottoir pour ces véhicules. C'est possible dans la mesure où ils respectent l'allure du pas et que ça n'occasionne pas de gêne pour les piétons, c'est ce qu'on nous dit ici. Par contre, pour le stationnement sur les trottoirs, ça reste autorisé, mais c'est là où ça devient intéressant pour nous à la territoriale, c'est que cette règle, elle est quand même modifiable par exemple les communes, puisqu'on a Anne Hidalgo, qui en tant que maire de Paris, a interdit aux trottinettes de se garer sur les trottoirs de la capitale, puisque des fois, je sais pas si tu as vu des photos ou si tu es sur Paris, tu l'as vu directement, des fois c'est un peu, la jungle, tout simplement, il y a plein de trottinettes garées sur les trottoirs, on peut à peine passer. Donc bref, voilà, il y a des règles, on va dire, au niveau national, mais les communes, notamment, ont aussi leur mot à dire et c'est pour ça que j'ai trouvé l'article intéressant. Bon, après, on s'étend un peu plus sur les règles, on va dire, nationales, sur le fait qu'il doit y avoir un seul conducteur sur ce type d'engin, qu'il doit avoir au moins 12 ans, que la vitesse est limitée à 25 km/h, que la nuit, bien sûr, tu dois avoir des équipements obligatoires, donc de visibilité, tout simplement, et que les feux et les freins deviennent obligatoires. Bref, on a tout un tas de séries de règles comme ça maintenant qui vont délimiter un peu l'usage de ces trottinettes et autres moyens de transport de ce genre. Mais on voit que à la territoriale, on garde notre mot à dire et donc les règles risquent d'être un petit peu différentes selon les villes, selon les intercos, etc. Ensuite, un article sur La Gazette à propos des intercommunalités de taille XXL. Alors tu sais, on en parle souvent depuis la loi NOTRe. Il y a les pros et les anti. Bon, moi je te cache pas, tu le sais, je pense que tu suis les vidéos, que je suis plutôt anti. Enfin, en gros, je suis pas très fan de ces intercommunalités XXL. Mais là, on a un rapport de la coopérative Acadie qui vante le rôle de ces grands groupements. Et notamment, ce qu'on nous dit en préambule, c'est que ces grands groupements réconcilieraient à la fois les villes et les campagnes. Alors on nous rappelle d'abord, tu sais qu'en ce moment, les intercos n'ont pas le vent en poupe, puisqu'on a le Sénat qui a remis en question quand même la toute-puissance des intercos dans le cadre de la discussion sur le projet de loi sur les maires. Mais on va voir que dans ce rapport, les intercos de très grande taille sont remises au goût du jour. Bon, déjà quelques chiffres, on nous dit que 38% des intercos à fiscalité propre ont plus de 30 communes. Donc déjà, ce qui est beaucoup. Alors qu'en 2012, il y avait seulement 5% des intercos qui avaient au moins 30 communes. Donc on voit que le nombre de très grandes intercos, avec beaucoup de communes, est en véritable explosion. Déjà de fait, qu'on soit pour ou contre, c'est quelque chose qui explose. Et on a même 40 intercommunalités qui regroupent plus de 100 communes. Et ce qui est intéressant de voir dans ces 100 communes, c'est qu'on a divers profils. On a à la fois des intercos urbaines, comme le Grand Paris, et on a des ensembles plus ruraux, comme par exemple la communauté de communes du Châtillonnais. Et on a même une communauté d'agglomération qui comporte 172 communes. Et donc dans le cadre de ce rapport, on va s'appuyer sur 3 ensembles, sur 3 intercos XXL, celle du Pays Basque, qui compte 168 communes pour 306 000 habitants, et qui a une préoccupation politico-culturelle ancienne, ce qu'on nous dit ici. Il y a un ancrage culturel qui justifie aussi l'existence de cet interco.
On en a aussi une dans le Cotentin donc qui compte 129 communes et 180 000 habitants, et qui est un peu l'expression des premières vagues de fusion de communes qu'il y avait eu dans le département. Et enfin le Grand Reims, avec 143 communes pour 294 000 habitants, serait lié à l'avènement des grands ensembles régionaux, c'est ce qu'on nous dit là. Bon, en se basant un peu sur ces trois exemples, on nous dit plusieurs choses. D'abord, ce qu'on nous dit, c'est que ces intercos pèsent lourd dans la discussion avec les régions. Par exemple, le Pays Basque, c'est le 3e pôle métropolitain derrière Bordeaux et Limoges au sein de sa région, et donc c'est un acteur qui compte dans les discussions avec cette très grande région. Et donc on va bien dans cette direction de ce dont on parle depuis la loi NOTRe, sur ce couple qui prend le pouvoir dans la territoriale, ce couple interco et région. Et les auteurs du rapport préconisent d'aller encore plus loin dans ce couple, puisqu'ils souhaitent que ces intercos très très grandes puissent négocier avec les régions pour avoir de nouveaux champs d'action. Et donc on voit bien qu'on est dans la suite de cette logique de la loi NOTRe. On nous dit aussi que cette guéguerre rural-urbain n'a pas lieu d'être dans ces intercos XXL, puisqu'il y a par exemple des commissions thématiques qui existent et qui permettraient le dialogue. Bon, sur le terrain, c'est pas forcément les retours qu'on a le plus souvent, en tout cas dans la presse spécialisée, sur la Gazette, etc. On a quand même souvent des retours de maires de communes rurales qui font remonter le fait que c'est assez compliqué pour eux de faire entendre leur voix. Mais bon, en tout cas, dans ce rapport, on va plutôt sur le constat inverse. Et ensuite, ça parle un petit peu de l'organisation de ces intercos XXL. Parce que, faut quand même avoir en tête que même si ces intercos sont très grandes, il faut avoir quand même des dynamiques locales, ça reste un échelon local. Et c'est là où on rentre un peu dans le dur, je trouve, puisque on rentre dans des types d'organisations complexes, où les auteurs, par exemple, de ce rapport veulent qu'il y ait des vice-présidences territoriales, donc qu'il y ait, par exemple, concrètement des présidents ou des présidentes de secteurs au sein de ces intercos. Et c'est là, notamment, où moi, ça commence à me déranger, c'est qu'on a déjà deux échelons en fait locaux que sont les régions et les départements qui sont des structures complexes, des très grandes structures, donc forcément dans leur organisation c'est complexe. Après on peut tout à fait y arriver bien sûr, mais je trouve que ça rentre en contradiction avec le fait que ces structures existent déjà et qu'elles ont en charge des compétences, par exemple, comme le SRADET, le fait d'établir un SRADET au niveau des régions, d'avoir comme ça cette vue un peu de prospective, ça va en contradiction, je trouve, avec l'échelon local par excellence qui est la commune et qui est par extension l'intercommunalité. Je trouve que ces intercos de plus en plus grandes perdent un peu de leur raison d'être, en tout cas d'origine, et que le fait comme ça de développer des intercos toujours plus grandes rajoute de la complexité dans les organisations, rajoute de l'illisibilité dans le qui fait quoi au sein de la territoriale, puisqu'on a des intercos maintenant qui sont tellement grandes qu'elles veulent prendre des compétences de la région. Bref, ça rajoute encore, je trouve, des couches de complexité dans le millefeuille territorial, même si c'est pas une création d'un nouvel échelon, mais tu vois ce que je veux dire. On aurait donc des intercos à la fois très petites et d'autres très très grandes. Je trouve que ça va pas dans le bon sens. En tout cas, c'est pas tu l'auras compris, c'est pas ce que dit le rapport. Le rapport va à l'inverse de ça. J'ai d'ailleurs trouvé ça très intéressant. Et je t'invite à lire aussi la petite interview qu'il y a d'un des co-auteurs du rapport, qui explique un petit peu plus sa vision des choses. Et si tu es curieux, que tu veux vraiment approfondir, tu peux aussi aller sur le site de la coopérative Acadie. Tu tapes ça sur Google. Moi, je l'ai fait, j'ai regardé un peu. Et effectivement, je comprends un peu mieux la composition en fait de cette coopérative. C'est aussi beaucoup de chargés de mission, ou je sais plus c'est le terme exact, ou de consultants plutôt, qui ont travaillé dans des grandes organisations, qui ont travaillé pour des régions, par exemple dans le cadre d'un SRADET, ou dans un département, ou dans des très grandes villes, bref, qui ont cette vision, et puis qui ont fait aussi les études qui vont avec, qui ont fait des études assez importantes, et qui sont du coup, qui ont cette vision d'organisation complexe, avec aussi les avantages que ça peut avoir. Et donc je trouve que c'est quand même, ça alimente un peu cette vision des choses assez technicienne. On a affaire là à des techniciens. Dans ma bouche, c'est pas du tout une insulte. Et c'est, par contre, je trouve que ça va quand même en contradiction avec pas mal de retours qu'on a de maires de petites communes. Et bon, tu auras compris de quel côté je penche de façon assez naturelle. Alors ensuite, un article sur la Gazette.fr
à propos de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août dernier. Tu sais, j'avais fait une grosse vidéo là-dessus où j'expliquais un peu tout en détail. Et là, dans cet article, on revient sur un des détails qui est la gestion des fonctionnaires qui sont momentanément privés d'emploi de longue durée. Donc c'est un point tout particulier dans la loi. Et le prisme derrière le traitement de cet article, c'est de se poser la question suivante. Va-t-on vers la fin de l'emploi à vie pour les agents publics? Alors comme je suis allé déjà très dans le détail dans ma vidéo et que la vidéo là commence à être un petit peu longue, je te laisse aller voir par toi-même cet article que j'ai trouvé très intéressant, avec en fait toute une logique qui est développée pour arriver à la conclusion suivante, qui est la fin de l'emploi à vie, c'est maintenant. Donc c'est un peu une phrase choc, mais tu vas voir que tout le raisonnement derrière se tient, enfin en tout cas moi je trouve qu'il se tient. En tout cas c'est une brèche sur cette règle un peu, cette règle d'or de l'emploi à vie pour les fonctionnaires. Voilà, on voit qu'il y a une brèche dans cette règle à travers cette loi et que c'est pas forcément neutre. Après ça c'est mon avis personnel, mais tu en penses ce que tu veux. Ensuite, un article sur lepopulaire.fr. Donc l'article un peu qui change, je me suis dit que de temps en temps, c'était pas mal aussi d'aller farfouiller comme ça sur des petites expériences plus vraiment pour le coup très très locales et de pas se contenter des publications qu'on peut retrouver dans les sites habituels, hein, la Gazette, etc., qui déjà relaient bien sûr le local, mais d'aller farfouiller un petit peu plus. Et notamment ici, on nous parle d'une nouvelle commune, enfin d'une commune nouvelle, de Saint-Pardoux-le-Lac, qui est issue de la fusion de 3 communes. Et à travers cette interview du maire, on a un peu des retours concrets sur les raisons de cette fusion. Et c'est toujours intéressant comme ça d'avoir des remontées du terrain en direct. Donc ce qu'on nous dit, c'est que la motivation de cette fusion, c'est l'avenir. Hein, c'est l'avenir de ces 3 communes. Mais qu'en même temps, le but n'est pas d'effacer le passé, puisqu'on garde les panneaux, par exemple, des 3 anciennes communes. Il y a des maires délégués, bien sûr, mais que l'un des objectifs principaux, c'est de faire des économies d'échelle. Donc ça ne te surprendra pas si tu as déjà un petit peu étudié la question. Tu sais que ça, c'est une des raisons principales qui revient souvent à la fois pour les intercos, hein, les regroupements en intercommunalité, et puis aussi les regroupements en communes nouvelles. Donc le but notamment, c'est de rationaliser les dépenses de fonctionnement, tout en maintenant la qualité des services publics aux habitants. Et l'exemple qui est donné, c'est qu'on peut même investir un peu plus, puisque le fait de rationaliser un peu ces dépenses, ça a permis d'investir dans une balayeuse pour cette commune, hein, balayeuse pour tout le territoire, pour les 3 anciennes communes, et cet achat aurait été impossible pour une seule de ces communes. Donc le fait de se regrouper comme ça permet aussi de faire de nouveaux investissements. Et tu sais, ça me rappelle beaucoup le début en fait de l'intercommunalité, où il y avait beaucoup, il y avait vraiment ce genre de remontée. Au début, c'était le fait de pouvoir investir dans des choses nouvelles que chaque commune dans son coin n'aurait pas pu faire. Et il y a comme ça, on sent à travers certains projets comme celui-ci, un enthousiasme de ces élus locaux, puisque ce type de fusion leur permet de faire de nouvelles choses. Et par exemple, on nous parle aussi des écoles, avec notamment la centralisation de la fabrication des repas pour les cantines. Et donc, pareil, ça permet aussi d'avoir un meilleur fonctionnement, d'avoir une meilleure organisation pour ce service public de cantine. Bref, voilà, il y a d'autres points, hein, si tu es curieux là-dessus, je te laisse aller voir. Mais j'ai trouvé ça intéressant d'avoir comme ça des retours de petites communes qui fusionnent, tout simplement. Et enfin, un article sur la Gazette.fr à propos du service public des pompes funèbres. Donc la date s'y prête un petit peu. Et en gros, là, on nous parle de la concurrence, entre guillemets, entre le service public et le privé. Et donc ce qu'on nous dit, c'est que le funéraire public doit se distinguer en portant les valeurs du service public, ce qu'on nous dit là en intro, et notamment l'accueil, hein, ces valeurs, ce serait notamment l'accueil et l'accompagnement des familles endeuillées. D'abord, ce qu'on nous dit, c'est que le service public a un avantage, c'est qu'il n'a pas d'exigence de rentabilité, contrairement à une entreprise privée. Donc en gros, l'un des retours qu'on nous fait, c'est que la personne qu'on a en face de soi, le fonctionnaire, n'est pas là pour montrer son catalogue et vendre à tout prix des prestations qui sont très chères. Hein, le fait de vendre tel ou tel cercueil, eh bien, le fonctionnaire ne va pas avoir des primes en fonction de son chiffre d'affaires, si j'ose dire. Donc il y a quand même une différence déjà notable entre le privé et le public, qui est valable pour tous les secteurs. Mais là,
encore plus sur ce secteur particulier où on a des familles endeuillées, on a des personnes en position de fragilité, hein, mentalement. Forcément, on est en position de faiblesse, donc voilà, on n'a pas cette espèce de commercial en face de nous qui a intérêt à nous vendre toujours plus. Bon, après, faut pas non plus diaboliser forcément toutes les personnes qui bossent dans le privé dans ce secteur-là. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont une éthique, hein, tout simplement. Mais en tout cas, c'est quand même un filet de sécurité supplémentaire dans cet objectif de dignité envers les familles. Ensuite, on nous parle aussi un peu de la transparence des tarifs, et on nous rappelle ensuite, hein, dans ce paragraphe aussi, que vraiment c'est la dimension qualitative que doit rechercher le service public, mais c'est pas le seul avantage. A priori, les tarifs aussi du secteur public seraient moins élevés. On nous cite plusieurs exemples, hein, par rapport à Lyon, où les principales prestations sont inférieures de 28 à 48% par rapport aux tarifs de 2 agences privées qui sont à côté. Bref, on a plusieurs villes, mais en gros, au niveau national, l'économie, hein, qu'on fait en passant par le secteur public est de 25 à 30% en moyenne, donc au niveau national. Donc on voit quand même que le secteur public est plus concurrentiel, pour le dire un peu mochement, que le secteur privé, toujours, hein, dans ce secteur particulier. Mais c'est pas tout rose, hein, la Cour des comptes pointe quand même du doigt certaines choses qui vont pas. Hein, on a parfois des tarifs qui restent outranciers selon la Cour des comptes. Donc on voit qu'il y a encore des choses à faire dans ce secteur. Et puis pour finir, on a un focus sur la ville de Saint-Brieuc qui, dans ce secteur particulier, ferait figure de référence. Bon, je te laisse aller voir si la question t'intéresse. Mais voilà, en tout cas, la date un peu particulière d'aujourd'hui fait que ça peut être un bon moyen de parler de ce service public particulier et dont on parle assez peu souvent finalement. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a plu, que t'as appris 2-3 trucs comme d'habitude, et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!